Messieurs, dames, je peux vous le dire tout de suite, ce mercredi 19 mai fut saillant pour deux raisons, Mandibule et le dernier voyage. Dieu merci que ça fait plaisir de pouvoir refoutre ses pieds dans une salle de cinéma. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Corben Dallas, l'heureux vainqueur du grand concours... Ah non merde, c'est pas ce film-là. Bon, ça y ressemble un petit peu, d'un autre côté. Ou plus sérieusement, la critique de Le Dernier Voyage, un film de Romain Quiraud, adapté d'un court-métrage de Romain Quiraud, qui était Le Dernier Voyage de Paul W.R., avec entre autres Hugo Becker, Jean Reno et même Philippe Catherine dans les rôles principaux. Un film qui me tentait évidemment énormément, moi grand amateur du cinéma de science-fiction et de science-fiction en règle générale, et aussi et surtout parce que même si on essaiera dans la première partie de cette critique de prendre le film pour ce qu'il est réellement et de pas uniquement tomber dans le piège de parce que c'est un film français il faut forcément en faire des louanges, ça reste quand même une prise de risque et une audace considérable d'avoir un film aussi solide de science-fiction dans les salles françaises. Et je pense que c'est l'une des premières choses que tout le monde soulignera, même si on ira un peu plus loin, vous verrez que la deuxième partie de la vidéo sera une ouverture sur le cinéma français. Est-ce que Le Dernier Voyage va réussir à être une porte d'entrée pour avoir beaucoup plus d'ambition du côté du cinéma français, ne pas se réduire simplement à la comédie ou à la comédie romantique, qui certes n'est pas uniquement le cinéma français puisqu'il va bien ailleurs que ça, et on a déjà vu du très bon cinéma de genre en France, on a déjà vu de très bons thrillers ou films d'action en France, mais globalement, c'est vrai quand on pense cinéma tout public ou cinéma populaire, le cinéma français a tendance à être légèrement à la dérive en ce moment. Ce genre de long métrage sont vraiment les films qui font du bien au cinéma français, et même si j'ai beaucoup apprécié Le Mandibule de Quentin Dupieux, vous savez là également que je suis un grand fan du cinéma de Quentin Dupieux, j'étais obligé pour la prise de risque, pour l'hommage vibrant au cinéma de science-fiction, de faire la critique du Dernier Voyage. Réponse donc maintenant à cette question, et sans spoiler, est-ce que Le Dernier Voyage ça vaut le coup? Oh que oui. 7 jours, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Et la première chose que je voudrais décrypter et aussi admettre avec Le Dernier Voyage, c'est cette espèce d'hommage vibrant au cinéma de science-fiction pour une œuvre finalement qui ne réinvente rien de particulier puisque la plupart des thématiques, la plupart des relations entre personnages ou même le script original sont des scénarios et des écrits qui ont souvent été vus et revus dans l'histoire du cinéma. Mais je pense que s'il ne réinvente pas véritablement le genre, certes, il va réinventer une part du cinéma français, ou s'il ne le réinvente pas, il va lui mettre un gros coup de fouet, ça on y reviendra par la suite, mais ce qu'il fait surtout dans son entité à part entière, c'est finalement se retranscrire comme un hommage vibrant sur une multitude de détails au cinéma de science-fiction, en tout cas moi que j'adore. Et ça on peut le voir dès son scénario, puisque globalement le scénario, le pitch principal du film est assez simple, et une immense planète est sur le point de détruire la Terre, sorte de grande lune rouge qu'un seul homme, Paul W.R., serait normalement en mesure de pouvoir détruire. À partir de là, nous allons donc suivre le personnage de Paul W.R. qui serait potentiellement capable de détruire cette lune, notamment sous les ordres de son père, à savoir Jean Reno. Évidemment, beaucoup de choses vont graviter autour de ce scénario, mais le pitch principal du film, même si vous verrez au fur et à mesure du long métrage que c'est plus compliqué que ça, pourrait effectivement ressembler à certaines œuvres comme Deep Impact, comme Armageddon, comme Le Cinquième Élément, alors d'autant plus sur cette espèce d'immense planète qui menace la Terre jour après jour jusqu'à finalement être à son paroxysme. Mais la richesse de ce scénario consiste aussi à prendre le spectateur par la main sur des enjeux écologiques, puisque vous verrez que cette lune rouge recèle plus de mystères et que le long métrage pose avec elle justement certaines questions sur l'écologie, sur cette idée d'une nature qui va finalement reprendre ses droits si on la provoque, qui sont des thèmes qui, je pense aujourd'hui en 2021, font du bien au cinéma et qui mettent justement, par le prisme d'un scénario pourtant simple, des grandes valeurs de nature et d'écologie sur le devant de la scène. Je pense notamment à une situation où les deux personnages principaux vont se retrouver dans un cinéma et vont découvrir un film qui en fait n'est pas un film mais un documentaire sur toutes les espèces d'animaux que nous sommes évidemment en droit de connaître et que nous voyons tous les jours, mais qui dans l'entité du film qui se passe dans un futur proche ont disparu parce que l'humanité n'est plus qu'un amas de poussière, n'est plus qu'un environnement désertique. Ça aussi, la richesse du décor, on y reviendra ensuite dans les hommages que fait le film, en faire la région parisienne, commencer avec un premier plan sur la Tour Eiffel et faire en sorte que le spectateur garde cette idée qu'on est dans un environnement désertique qui est pourtant l'ancienne ville de Paris. J'ai trouvé ça très intelligent parce que ça garde
garde justement cet état de conscience d'une Terre qui s'est finalement auto-détruite elle-même, ça on nous le dit aussi au début du long métrage. C'est vrai qu'il y a un enjeu naturel et écologique assez marqué dans ce long métrage qui se veut pourtant post-apocalyptique, et c'est là justement que la science-fiction intervient, et c'est là que pour le coup je l'ai adoré dans tous les hommages qu'elle peut retransmettre, ne serait-ce que par la Peugeot volante de son personnage principal. Il me semble que c'est une Peugeot qui n'est pas sans rappeler évidemment le taxi de Corben Dallas dans le 5e élément. Il y a d'ailleurs une scène qui rappellera elle pour le coup énormément le Metal Hurlant, donc le film Heavy Metal, le dessin animé qui était sorti dans les années 80-90, puisqu'on aura droit à une course-poursuite avec ces deux voitures volantes mais directement dans les cieux entre les nuages. Alors rassurez-vous, c'est pas du spoil, hein, c'est montré dans la bande-annonce, mais vous aurez une immense scène dans une tempête qui n'est pas sans rappeler Mad Max Fury Road ni son esthétique. Vous verrez qu'au travers de ces environnements désertiques par moments, ils nous mettront quelques bribes de ville, notamment un immense bidonville qui pour moi m'a pas mal rappelé l'environnement d'Afrique de District 9. Au niveau des costumes et même parfois de la robotique, ce serait difficile de ne pas imaginer Star Wars, puisque vous verrez qu'on aura des petits droïdes sondes, des petits droïdes araignées qui viendront aider justement les renforts, les milices locales et les renforts militaires pour retrouver le personnage principal qui est en cavale, qui ne sont pas effectivement sans rappeler ceux que pouvait notamment avoir Dark Maul dans La Menace Fantôme. Et l'ensemble du long métrage donne presque, si vous voulez, la juxtaposition parfaite entre un film post-apocalyptique, un côté très Blade Runner aussi sur certaines séquences, sur certains moments, et encore une fois on est dans du cinéma français donc c'est particulièrement audacieux, voire même effectivement cyberpunk à certains moments. Je pense au cinéma de genre et au genre cyberpunk en règle générale, mais pour ceux qui ont joué à Cyberpunk 2077, on n'est pas loin non plus d'un univers un petit peu à la Badlands, donc on voit véritablement qu'il y a toutes ces inspirations. Le tout dans un univers SF que je trouve particulièrement atypique, puisque là où, par exemple, la composition originale sera très porté sur la musique électronique SF. D'ailleurs, pour tous ceux qui auront l'oreille, vous remarquerez quelques sonorités très proches d'Interstellar dans le côté lyrique et dans l'orgue. Vous verrez que c'est un long métrage qui mise énormément aussi sur sa bande-son, sur sa soundtrack, qui est presque pour le coup tarantinesque. Je donnerai simplement un exemple de ce qui m'a le plus marqué. Une scène de combat entre le personnage principal et une sorte de droïde. Alors on sait pas vraiment si c'est des robots ou si c'est carrément des armures et des personnes à l'intérieur. Mais lors d'un combat entre l'une de ces milices et le personnage principal, on aura en fond Eddie Mitchell. Et je peux vous garantir que la mise en scène, la mise en place de la situation, le combat avec la musique qui explose sur les premières patates, ça fait vraiment très Tarantino. D'ailleurs, au niveau de la soundtrack, on remarquera que par rapport à l'ambiance du film et au climat du film, on a souvent des musiques qui sont vraiment très décalées, ce qui est très propre aussi au cinéma de Tarantino, qui n'hésite pas à mettre des musiques qui n'ont rien à voir avec la scène en question. Je pense à Stuck in the Middle with You qui était dans Reservoir Dogs. Et ce qui m'a également marqué, et là pour le coup je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué avant de passer sur les personnages et sur l'acting, c'est la beauté de la photographie de cette œuvre. Que ce soit sur les flashbacks qui seront la plupart du temps en noir et blanc, sur la profondeur de champ qu'il peut y avoir, sur les effets visuels et les images de synthèse, qui montrent parfois leurs limites, effectivement, puisque je pense qu'on n'a pas le budget américain non plus encore pour faire ce genre d'œuvre, mais qui sont pour la plupart vraiment satisfaisantes et surtout particulièrement bien faites. Au niveau de la photographie, de la manière dont Romain Quiro va se servir de la couleur aussi, pour jouer de sa profondeur de champ, des couchers de soleil, pour mettre en avant les personnages sur des gros plans. Il y a pas mal de plans proches des corps pour montrer la transpiration, pour montrer le désarroi de ces personnages. Il y a vraiment quelque chose qui ressort de ce long métrage d'un point de vue esthétique et d'un point de vue photographique que j'ai trouvé absolument sensationnel. Et au-delà de cette mise en scène, au-delà de son scénario, au-delà de sa photographie, de sa musique, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi, c'est le traitement des personnages, où vous le verrez, ce qui sera le plus important, c'est avant tout les valeurs humaines, les valeurs familiales, par le personnage de Jean Reno, par le personnage principal et par son frère, Elliot, par la découverte d'une petite fille que le personnage principal va prendre sous son aile. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ça n'invente rien de particulier, mais la figure paternelle qui va retrouver justement une petite fille indépendante, audacieuse, conquérante, espiègle, alors que lui est quand même beaucoup plus réservé, qui lui est uniquement focalisé sur sa mission, sur sa cavale. Ça rappelle énormément de Last of Us. Il y a aussi pas mal de segments en voiture, puisque le film s'organise presque comme un semi-road trip. Disons qu'on n'est pas dans l'archétype du road trip, mais on traverse quand même des centaines de kilomètres en voiture. C'est vrai qu'il y a énormément de situations, de dialogues, de discours, pour tous ceux qui ont joué à The Last of Us, voire même The Last of Us 2, la scène du cinéma, faire découvrir à cette petite fille le cinéma, les animaux, etc. Tous ces dialogues, tous ces discours, ça fait très Joël et Ellie, ça c'est une évidence. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que tous les acteurs jouent juste. Ils sont tous extrêmement bons, et je voudrais simplement, justement là-dessus, parler de l'acteur qui joue Elliot, Paul Ami, qui est absolument, mais
extraordinaire. Alors lui, je ne l'avais jamais vu avant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de théâtre justement derrière lui et qui a quelques longs métrages aussi à son actif. Je l'ai trouvé d'une puissance dans le regard. Alors c'est un personnage qui est assez glauque, je dirais rien pour éviter les spoils, mais vous verrez que ce protagoniste-là a des valeurs familiales, a une certaine jalousie, a vraiment de gros cas de conscience qui en font déjà un personnage intéressant à étudier, mais j'ai trouvé le jeu de l'acteur absolument mais fantastique dans son regard, dans son sourire. Il a vraiment quelque chose d'ahurissant qui me faisait penser un petit peu à un mix quasi parfait entre Alexander Skarsgård et Christophe Waltz, c'est-à-dire la folie, le côté extrêmement sadique de Christophe Waltz, mais en même temps ce regard, tu vois, un petit peu beau gosse séducteur d'Alexander Skarsgård. Je trouve qu'il y a des similitudes au niveau du trait de physique, et c'est vrai que pour moi c'est vraiment le MVP de ce film puisqu'il m'a bluffé. Il vole littéralement la caméra à chaque fois qu'il est là, et d'ailleurs on le remarque, Romain Quiro n'hésite pas à faire énormément de gros plans sur lui. Je pense qu'il a compris l'aura et le charisme, ne serait-ce que de son visage et des rictus qu'il peut avoir. C'était 5 étoiles. Alors c'est un film qui n'est pas exempt de défauts, notamment vis-à-vis du rythme, alors que pourtant le long métrage est assez court, et c'est justement le défaut d'une qualité puisque l'univers est tellement riche qu'on aimerait en voir beaucoup plus que les petites bribes qui sont aperçues, et ça aurait vraiment, je pense, eu le potentiel pour être une vraie série télé où on aurait mis du budget dedans, parce que clairement quand tu vois toutes les petites bribes de référence que nous met le réalisateur, on a envie d'en voir beaucoup plus. Alors non, c'est pas un film qui va révolutionner l'univers de la science-fiction, c'est pas un film qui réinvente la science-fiction à part entière, et c'est vrai qu'on est sur des thématiques déjà vues et revues, mais ça le fait bien, et c'est justement effectivement si le film le fait déjà bien simplement dans son entité filmique, que dire lors de cette deuxième partie si on prend en plus en considération que c'est un bol d'air immense pour le cinéma français. 7 jours, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Et ce sera la deuxième et dernière partie de cette vidéo parce que j'étais quand même obligé d'en parler. On est sur un film français, franco-français, budget français. Et on a l'audace de revenir à cet amour qu'avaient déjà certains réalisateurs, notamment comme Luc Besson, qui se fait malheureusement systématiquement marcher dessus, alors que lui, bon, c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé avec les firmes américaines, mais qui a été capable aussi de porter littéralement les noms français sur le devant de la scène par plusieurs films de science-fiction qui, à mon avis, sont des inspirations pour ce film, Le Dernier Voyage, et ça remet complètement en considération ce qu'on peut imaginer du cinéma français, parce que oui, avec ce genre de réalisateur comme Romain Quiro, avec ce genre d'acteur, avec ce genre de sujet, si on laisse l'opportunité au cinéma français de vraiment se mettre en avant, d'avoir les couilles de faire des projets comme ça, et de revenir véritablement à des œuvres iconiques et phares de la science-fiction, ça peut donner quelque chose. Et je vais vous dire, il y en a qui le font, et il n'y a même pas besoin d'aller chercher du côté du cinéma ou du côté de la télévision pour le voir, ne serait-ce que sur YouTube. Je pense à la chaîne Nexus 6, je pense que la plupart d'entre vous savent qui sont Nexus 6, mais même Chronique Fiction pour le coup, puisque Chronique Fiction c'est beaucoup plus dans le thriller, c'est le côté un petit peu plus glauque du thème, du coroner, mais ce sont des chaînes comme ça qui ont effectivement un budget pour se permettre de transcender un petit peu le YouTube cinéma, mais pour le cas de Nexus 6, il est fan de science-fiction, toutes ces analyses sont faites au service de l'univers de la science-fiction avec son fameux vaisseau, c'est intéressant et c'est vers ces gens-là à mon avis qu'il faut se tourner, c'est vers ces gens-là qu'il faut aller, c'est vers ce cinéma-là qu'il faut aller, et c'est vers ce genre de production, d'acteurs, de réalisateurs qu'à mon avis le cinéma français doit se tourner maintenant pour ne pas aller uniquement vers des comédies burlesques ou à l'eau de rose ou vraiment déjà vues 156 fois, slash Kev Adams, slash Ahmed Silla, tous ces monceaux de conneries qui aujourd'hui détruisent littéralement le cinéma français, qui pourtant n'est pas uniquement un cinéma qui se destine là-dessus, ça aussi je tiens à le dire, on ne connaît pas le cinéma français si on résume uniquement le cinéma français à ça. Aujourd'hui il y a le cinéma français d'auteur qui marche, il y a le cinéma français d'auteur indépendant, il y a Quentin Dupieux qui est capable de faire des prestations extraordinaires avec ses longs métrages, on va avoir Kim Chapiron qui, même s'il s'est parfois exporté notamment au Canada, est un réalisateur de talent. On a évidemment des gens comme Gaspard Noé, on a Michel Hazanavicius, on a Nicolas Bedos, on a des gens qui sont capables de faire du vrai bon cinéma, et ça peut varier aussi au travers d'une multitude de genres différents, puisque je pense à Astier, je pense à Aja, je pense à Dupontel, et là Romain Quiro, par ce film, a été capable de s'inscrire dans cette espèce d'audace absolue, puisque c'est un univers post-apocalyptique, puisque c'est de la science-fiction, puisque c'est quasiment du jamais vu dans le cinéma français, il faut bien le reconnaître, c'est une petite claque, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. On a des réalisateurs, des acteurs, des comédiens, du théâtre de talent en France, il faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que le sommet de l'iceberg, globalement c'est de la merde, que derrière, à un moment donné, on n'est pas capable de faire des choses de qualité. Et on en a une preuve aujourd'hui, encore plus dans la science-fiction, avec un film qui, je pense, va marcher, et bordel de Dieu, ça fait plaisir. Une place n'est pas un mot, mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Des qui toujours les faut qu'il y en a de plus en plus.